C'est un chemin médiéval de pèlerinage et de méditation qui a été reconstitué au XIXe siècle, entre 1822 et 1919, c'est-à-dire entre le début de la construction de Notre-Dame de Lorette et l'achèvement du Sacré-Cœur. L'ancien chemin de pèlerinage était marqué par un certain nombre d'édifices, et ce parcours initial a subi de grands dommages lors de la Révolution et à cause des réaménagements urbains. Il était jalonné sur la base d'une légende dont on retrouve la trace dans le parcours reconstitué. Il faut donc commencer par rappeler les éléments principaux de cette légende. Saint-Denis est accompagné d'éleutères et de rustiques. Ils ont été chargés par le pape de fonder les premières communautés chrétiennes de Lutèce. Saint-Denis est considéré comme le premier évêque de Paris. Il meurt en martyr entre 250 et 272. La légende nous raconte que le préfet romain en place à cette époque le fait arrêter et torturer. Saint-Denis et ses deux acolytes sont condamnés à être décapités. Les légionnaires chargés de la besogne passent à l'action à mi-pente de la butte Montmartre avant d'atteindre le sommet où aurait dû avoir lieu l'exécution. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Le saint ramasse sa tête et continue de gravir la pente. Il lave son cou souillé, nous dit-on, dans l'eau d'une fontaine, puis dévale le versant nord. Il parcourt ainsi plus de 6 kilomètres avant de s'effondrer au pied d'une sainte femme à l'endroit où se trouve actuellement la basilique Saint-Denis. Le chemin reconstitué au XIXe siècle part de Notre-Dame de Lorette et aboutit à l'arrière du Sacré-Cœur. Un grand nombre d'indices montrent qu'il a été élaboré très minutieusement sur cette portion restreinte du site de la butte Montmartre. Même s'il y a des prolongements en amont et en aval du parcours, l'essentiel symboliquement se formule entre le bas de la butte et son sommet, selon les jalons suivants. Notre-Dame de Lorette détermine notre base de départ. Cette église se trouve en plein carrefour, en bas de la colline. L'intérieur de l'édifice est orné d'un grand nombre de représentations, très significatives de l'état premier de l'être, avant qu'il n'engage une sorte de pèlerinage. Mais il est question aussi de potentialité de déploiement. On sort par une petite porte dérobée à l'arrière de Notre-Dame de Lorette, où s'engage la pente de la rue des Martyrs. La rue des Martyrs croise la rue Yvonne-le-Tac. Sur la gauche, au 11 rue Yvonne-le-Tac, se trouve la crypte du martyrium. C'est à cet endroit qu'eut lieu la décollation de Saint-Denis. Cette rue rejoint la place des Abbesses, où est édifiée l'église Saint-Jean de Montmartre. S'engage ensuite une nouvelle pente par la rue Ravignan. La rue des Trois Frères rejoint cette rue. La rue des Trois Frères est un confluent de la rue d'Orcel, qui elle-même prend sa source à proximité d'une chapelle Sainte-Anne. Au milieu de la rue Ravignan, on tourne à gauche pour emprunter la rue d'Orchamps. On entre dans le champ de l'or. La rue d'Orchamps débouche en face du moulin de la Galette, rue Girardon. La rue Girardon passe devant un square où l'on peut voir une statue de Saint-Denis, ainsi que la fontaine où il est censé avoir lavé son cou. La rue de l'Abreuvoir, qui emboîte la rue Girardon, monte jusqu'à la Maison Rose. La rue de l'Abreuvoir indique par jeu de mots, une anagramme, qu'il se passe quelque chose d'important à ce stade d'un processus de transformation de l'être. On peut voir des aigles et un cadran solaire sur lequel est représenté un coq bleu. Après la Maison Rose, il faut redescendre sur la gauche par la rue des Saules. On passe devant le cabaret artistique du Lapin Agile avant de remonter vers l'arrière du Sacré-Cœur en empruntant respectivement la rue Saint-Vincent et la rue de la Bonne. De la bonne voie, semble-t-il en effet. La reformulation d'une philosophie et la proposition d'une voie de développement. Ce qui se formule entre les deux bornes du parcours
c'est la philosophie hermétique. C'est aussi la philosophie de l'alchimie et celle du christianisme originel. Les trois en fait n'en font qu'une, elles disent à leur façon la même chose. Une philosophie, c'est-à-dire des principes et une logique. Dans cette philosophie, toute forme de vie peut être ramenée à trois principes. Dans le langage alchimique, ce sont le soufre, le mercure et le sel. Dans le langage plus abstrait et conceptuel moderne, cela correspond à l'essence, à la substance et au corps. Ces trois principes sont incarnés par les trois saints de la légende. Éleuthère, c'est le soufre. Saint Denis correspond au mercure transformé par l'action du soufre. Saint Rustique incarne l'état dans lequel le mercure peut être figé, de façon plus ou moins provisoire. Rustique représente le sel. Le soufre est le principe actif de la vie. C'est le principe premier et en fin de compte le principe unique de toute chose. Cette philosophie est donc un monisme. Le soufre configure le mercure. Le mercure, c'est la substance, le matériau dans lequel le soufre s'exprime. Le corps formé, figé en un certain état du mercure, c'est le sel. Cette philosophie ne fait pas que définir des principes. Elle affirme la possibilité de déployer le vivant et elle donne les moyens d'y parvenir. C'est donc aussi une voie de développement, de déploiement de l'être. La recette est la suivante. Il s'agit de décloisonner les trois soufres de l'être qui se trouvent enfermés dans le mental, dans le corps physique et dans l'âme. Il faut également décristalliser le mercure contenu en réserve, notamment dans l'âme. Le mercure correspond aux contenus inconscients de la psyché. Ces contenus en puissance sont tellement compactés, compressés, que l'âme paraît insignifiante, d'une dimension négligeable. Il faut donc libérer tout cela. Éleuthère signifie libérateur en grec. Par la suite, les trois soufres libérés forment un nouveau noyau qui permet de reconfigurer le mercure délié. Un nouveau corps physico-psychique, transcendant et cosmique, pourra alors être généré. Les moyens mis en œuvre pour que s'opère une sorte d'initiation. L'ensemble du parcours constitue un patchwork cohérent de représentations, mais il y a tout de même deux modes de représentation dominants. L'iconographie chrétienne est très présente au début et à la fin du parcours. Notre-Dame de Lorette, Saint-Denis, Sainte-Anne, Saint-Jean, etc. L'imagerie alchimique s'impose au milieu. Orcel, Trois Frères, Orchamps, Rebis, etc. D'autres modes de formulation s'entremêlent tout au long du périple. La géographie du site est signifiante, ainsi que l'architecture religieuse ou profane. La toponymie, le jeu avec les nombres, les emblèmes, sont autant de pièces de ce patchwork de représentation. La cohérence de l'ensemble est mise en relief et verrouillée par un système de clôture. On retrouve au début et à la fin les 9 médaillons des litanies de Lorette. Il s'agit d'une prière. Ces médaillons sont disposés de façon a priori aléatoire dans Notre-Dame de Lorette. Un 10e médaillon est ajouté dans l'église, celui de la Vierge en puissance, Virgo Potens. Ce qui laisse entendre que tout reste à faire à ce stade. Au terme du parcours, à l'arrière du Sacré-Cœur, ces mêmes médaillons sont mis en ordre. L'ordre dans lequel sont placés les 9 médaillons formule une synthèse claire et efficace de ce qui n'existe plus seulement alors en puissance, puisque le chemin a été réalisé.
les principaux repères dont on dispose pour comprendre ce qui se dit. Le site établit 3 niveaux, celui du carrefour de Notre-Dame de Lorette et celui de la place des Abbesses avec l'église Saint-Jean. Le dernier palier correspond au plateau de la basilique du Sacré-Cœur et de l'église Saint-Pierre de Montmartre. Située au numéro 2 de la rue du Mont-Cenis, l'église Saint-Pierre de Montmartre est la plus ancienne église paroissiale de Paris, après celle de Saint-Germain-des-Prés. Elle a succédé à une basilique mérovingienne dédiée à Saint-Denis. On peut déjà faire le constat de l'élévation de ces 3 plans et de leur élargissement progressif. Chacun de ces plans correspond à un niveau de conscience, à un état d'être plus ou moins évolué. Le premier plan ou étage correspond à l'homme primaire, dont l'intelligence est purement cognitive. Cette intelligence fonctionnelle est mise au service des prérogatives du corps égotique. Ce corps aspire à dominer et à jouir. Il cherche à s'imposer dans l'espace social en surface. L'homme premier, l'homme primaire, est symbolisé par le serpent d'airain. L'airain est un métal plus dur que le fer, mais l'homme d'airain a plus de valeur que l'homme de fer. L'airain est un alliage de cuivre. Le cuivre est associé à Vénus, à l'amour. L'homme de fer ne souffre pas de sa condition, il ne sent rien, contrairement à l'homme d'airain. L'homme primaire est un fruit limité de l'arbre de vie. Il souffre et meurt de sa limitation. Il est aussi paradoxalement aliéné à ce qu'il néglige. Le deuxième niveau est celui de l'homme religieux. L'homme religieux, au sens de relier à son âme, a trouvé le point d'accès à une ressource considérable en termes de potentialités psychiques et spirituelles. Cette ressource se décristallise et se déploie sous l'effet de l'intelligence intuitive et introspective. Cela modifie l'équilibre de l'être et le met sur la voie d'une transformation plus radicale. Cet homme relié est symbolisé par le A tilde. Il est connecté à son âme, avec laquelle il se conjoint, ce qui lui permet d'envisager de dépasser son état d'être premier. Le troisième niveau correspond à l'homme cosmique, dont le psychisme est régi par un nouveau centre. Cet être-là est en pleine santé, mais son équilibre peut s'avérer encore instable. Le microcosme qu'il constitue est en harmonie avec le macrocosme. Il capte et relaie les flux d'énergie cosmique, sous forme notamment de lumière. L'homme total correspondant à la pierre philosophale est matérialisé par le Sacré-Cœur. Il est symbolisé par l'étoile de Salomon ou par l'étoile du matin. Il incarne la lumière qu'il décuple. Le passage d'un plan à l'autre s'opère au terme des 3 phases du processus alchimique, la phase au noir, la phase au blanc et celle au rouge. Ces phases correspondent aux étapes du processus d'individuation dont parle Carl Gustav Jung. La phase au noir correspond à l'intégration de l'ombre, à la prise de conscience de l'inconscient. La phase au blanc, c'est l'intégration de l'anima, la longue structuration de l'inconscient découvert et délié. La phase au rouge correspond à l'intégration relative du soi. L'être est alors régi par un nouveau centre, ce qui modifiera complètement son rapport au réel. Une philosophie par le feu, l'action du soufre et les métamorphoses du mercure. La décollation témoigne de l'activation du soufre du mental. L'intelligence cognitive au service du corps se transforme en intelligence intuitive. L'intelligence s'oriente autrement et devient introspective. Le soufre du mental a en fait répondu à l'aimantation du soufre très lointain de l'âme. Le soufre de l'âme
est le germe de ce qui deviendra le nouveau noyau de l'être, le soi. Ce germe est représenté par un petit poisson appelé rémora dans la terminologie alchimique. Le ou la rémora est invisible au début du processus, puisqu'il est relégué dans les grandes profondeurs de l'âme qu'on pouvait croire inerte au point de douter de son existence ou de sa valeur. La représentation de Sainte Anne, en amont de la rue d'Orcel, renvoie à cette infécondité, voire stérilité présumée. Ce sont trois soufres, trois frères, qui doivent se décloisonner, puis s'amalgamer, ceci afin de constituer le noyau de la pierre, de la nouvelle structure psychique. Cette structure se développe après fusion complète et quintessentielle de ces trois soufres. Ce noyau engendre dans le mercure l'embryon d'un nouveau corps. Le soufre engendre les métamorphoses du mercure. Une grande quantité de mercure est condensée et compactée, contenue en puissance dans l'âme. Ce mercure est libéré, délié par le soufre de l'intelligence intuitive. Il se déploie à tel point que cela peut même submerger l'être. Il est ensuite brassé, ce qui active alors toutes ses potentialités. Il est enfin régi par un nouveau centre qui le corporifie de façon homogène et optimum.